12 jours, vous serez appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales. La campagne des candidats monte progressivement en puissance pour ce scrutin où certaines règles du jeu vont être modifiées et vont chambouler le paysage électoral de notre région. Un paysage également touché par un phénomène qui prend de l'ampleur, la défiance, le désamour croissant des Français vis-à-vis des élus. Alors qui en est responsable? Les médias, les politiques eux-mêmes, les jeunes militants doivent-ils se faire plus de place au sein des partis? Faut-il faire de la politique autrement? La Voix est libre spéciale municipale, c'est maintenant sur France 3 Limousin. Bonjour, bienvenue pour cette émission spéciale en partenariat avec France Bleu, La Montagne et le Populaire du Centre. Bienvenue à la préfecture de Limoges dans cette salle de l'ancien Conseil général de la Haute-Vienne, un lieu magnifique, classé monument historique qui nous accueille pour la première fois. Je vous le disais en introduction, la campagne des municipales va vraiment démarrer en ce début d'année, une élection marquée par des changements des règles du jeu. Nous allons les détailler et par une abstention qui pourrait être élevée, renforçant le sentiment que les Français ont perdu confiance en leurs élus. Pour évoquer et débattre de ces deux thèmes autour de cette table, 6 invités représentant 6 partis ou mouvements politiques. Gülsen Yildirim, secrétaire fédéral à la coordination du PS de Haute-Vienne, Jean Auclair, député UMP de la Creuse, maire de Cressa, Marie-Hélène Pouget-Chauvat, secrétaire fédérale du Parti communiste français en Creuse, Alexandre Papillian, porte-parole Front National de la liste Bleu Marine à Limoges, Nimol Soc, responsable de la section Europe Écologie Les Verts à Brive, et enfin Jean-Marc Gabouty, président de l'UDI de Haute-Vienne et maire de Couzex. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Également à mes côtés pour ses analyses très fines et ses remarques toujours très appropriées, notre politologue Christian Moulinard. Enfin, vous serez aussi interrogé par 4 étudiants de la faculté de droit et de l'IPAG, l'Institut de préparation à l'administration générale. Les 23 et 30 mars prochains, vous serez donc appelés aux urnes pour élire ou réélire votre maire et votre conseil municipal. Cette année, il y a des changements, je vous en parlais, surtout dans les communes de plus de 1000 habitants. Elles sont 117 en Limousin. Vous allez voir ces règles sur votre écran. D'abord, la parité femmes-hommes est désormais obligatoire. Il s'agira pour toutes ces communes d'un scrutin de liste. Auparavant, cela ne concernait que les communes de plus de 3500 habitants. Pour se maintenir au second tour, il faudra obtenir au moins 10% des suffrages. Alors ce n'est pas une nouveauté, je le précise, mais c'est une différence à faire avec les législatives où la barre est à 12%. Enfin, pour la première fois, cette élection permettra d'élire les conseillers communautaires. Christian Moulinard, ces changements ne sont pas aussi anodins qu'on pourrait le penser. Alors, ils ne sont pas anodins, au moins pour 2 raisons. La première, celle dont on a beaucoup parlé, c'est l'accent qui est mis sur la parité, mais c'est en quelque sorte la continuité d'un phénomène qui était déjà engagé pour d'autres élections. Et puis la deuxième innovation, et ça me semble-t-il une innovation très importante, même si c'est celle dont on parle le moins, et c'est sans doute une innovation qui n'est qu'une première étape, c'est l'élection au suffrage universel des conseillers communautaires, c'est-à-dire des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, comme on dit juridiquement, les communautés, communautés de communes, communautés d'agglomération. Et c'est sans doute là un mouvement important parce qu'il pourrait aboutir à une remise en cause de la commune elle-même. Alors on en parlera bien sûr avec nos invités dans quelques instants. D'abord une première question sur notamment la parité. Gülsen Yildirim, je me tourne vers vous. C'est un changement important ? C'est un changement important, mais c'est un changement qui ne fait que parachever une évolution qui a débuté avec la réforme de 1999, qui a été portée par les socialistes. Et donc ça, c'est quand même une étape majeure. Alors il est certain que ça peut créer bien sûr des inquiétudes, mais maintenant on a quand même du recul par rapport aux autres élections et notamment aux élections des communes de plus de 3500 habitants. Je crois que c'est une avancée importante. Je regrette simplement une chose, c'est qu'en tant que femme, on soit obligé, encore une fois, en 2014, dans un pays aussi moderne que le nôtre, de voter une loi pour que la parité progresse. Est-ce que ce n'est pas une difficulté pour constituer vos listes de trouver autant de femmes que d'hommes? Monsieur Papillian, par exemple, sur Limoges, est-ce que vous avez du mal à constituer une liste? Ce n'est pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile. Pour quelle raison? C'est l'habitude, les habitudes des gens, du peuple. Mais on va arriver. Je pense que ce n'est pas mauvais d'avoir des listes avec une parité claire, parce qu'il y a des sensibilités, même si on peut discuter des qualités intellectuelles ou je ne sais pas quoi de l'un de l'autre, mais la sensibilité féminine manquait.
dans ce pays. Donc, il faut qu'elle soit présente dans nos élections. Jean-Claire, vous êtes d'accord avec cette sensibilité féminine qui manquait? Moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que j'ai voté contre la loi sur la parité. On n'était pas beaucoup. Je vous explique pourquoi. J'ai beaucoup de respect pour les dames et je pense que les imposer en politique, si vous voulez, valoriser une personne humaine à cause de son sexe, je trouve ça complètement ridicule, complètement stupide. Je pense que les femmes ont sans doute autant de capacités que les hommes, mais c'est à elles, par leur passion, par leur volonté de vouloir s'imposer, et les imposer par une loi, je crois qu'au contraire, ça les dévalorise. Et puis, vous savez, moi j'étais de ceux, quand j'étais député, à faire en sorte que la parité des scrutins proportionnels s'applique que dans les grandes communes. Parce que dans les communes entre 1000 et 2000 habitants, il va y avoir des difficultés monumentales pour arriver à faire la parité. À trouver des candidats. Madame Pouget-Chauvat, vous êtes d'accord avec Jean-Claire? Pas du tout. J'ai changé d'avis au fur et à mesure de mon militantisme féminin. C'est vrai que la femme, depuis plus de 2000 ans, est cantonnée à des travaux invisibles. Elle a voix de parole à l'intérieur du foyer, mais à l'extérieur, elle n'a pas l'habitude de prendre la parole. Et ça, il faut en être conscient. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on ne lutte pas contre le paternalisme, si on ne lutte pas contre l'autorité de ces messieurs, s'il n'y a pas des lois pour faire appliquer cette parité, on ne s'en sortira pas. Le mouvement féministe est un mouvement exemplaire puisqu'il part de la base et il n'y a pas on va dire, de pourfendeur à la tête du féminisme, mais effectivement, il faut absolument des lois pour que ça change. Alors, depuis le 31 décembre, les inscriptions sur les listes électorales sont closes. Comme avant chaque élection, il y a un regain d'inscriptions dans les services d'état civil. Et pour ceux qui ne pourront pas se déplacer les 23 et 30 mars, il existe toujours le vote par procuration. Petit rappel du mode d'emploi avec à Limoges le reportage d'Alexandra Filliot et Jean-Marie Arnal. 2014 sera une année pas comme les autres pour Soila et Merveille. Ces deux jeunes femmes de 18 et 19 ans qui passeront cette année un bac professionnel en secrétariat attendent également un rendez-vous important en mars. Pour la première fois de leur vie, elles pourront voter. C'est important pour moi pour élire le maire de ma ville. Là, en votant, je donne mon accord ou mon désaccord par rapport à la politique, voilà. Vous étiez déjà inscrite sur une autre commune que Limoges? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Oui. Alors pour ne pas manquer ce jour important, les deux étudiantes n'ont pas attendu le 31 décembre pour s'inscrire sur les listes électorales comme bon nombre d'électeurs. Voilà. Donc prête à aller voter en Oui, mars. prête à aller voter en mars. Voilà. Chaque fin d'année, les demandes s'accumulent en mairie, raison pour laquelle les services municipaux ont modifié leurs horaires. Ouverture en continu la semaine, mais également les samedis matins de décembre. Les inscriptions sur Internet ont également été mises à l'honneur dans les rues de la ville. Il suffit d'aller sur le site de la ville, de télécharger le document CERFA, de le remplir et de nous le retourner avec les photocopies et de la pièce d'identité et du justificatif de domicile. Et l'inscription se fait automatiquement. Avec une augmentation sensible des inscriptions en ligne de 8 à 20% sur l'année 2013. Premier public visé, les jeunes, les moins de 21 ans qui représentaient l'an dernier moins de 4% de l'électorat à Limoges. Avec le dispositif d'inscription automatique permis lors du recensement obligatoire à 16 ans, près d'1 millier de nouveaux électeurs ont été enregistrés. Reste à mobiliser ces jeunes adultes. Pour Samuel Mestre, étudiant en première année à la faculté des sciences, l'engagement en tout cas n'est pas une nouveauté. Je fais partie du conseil régional des jeunes. J'ai déjà eu l'occasion de voter pour des mandats ou des dossiers, etc. Ça me portait, je trouvais, une expérience de citoyen. Et une fois inscrit, si vous ne pouvez pas vous déplacer, reste le vote par procuration. Les gens qui sont étudiants, qui travaillent à l'étranger, qui sont toujours inscrits sur leur commune, viennent pendant les vacances rencontrer leur famille souvent, et c'est à ce moment-là qu'ils font des procurations électorales qui sont valables. Souvent on leur fait faire pour 1 an, comme ça ils n'ont pas besoin, s'il y a une élection anticipée, il n'y a pas besoin de revenir pour faire une procuration. Une démarche qui peut être réalisée jusqu'au vendredi précédant le vote pour les électeurs limougeaux. Lors des dernières présidentielles, 6500 puis 4500 procurations ont été enregistrées en Haute-Vienne.
Monsieur Gabouty, vous vouliez réagir sur la parité? Oui, sur la parité, moi je ne suis pas contre la parité, puisque depuis 1995, j'ai toujours eu autant d'adjoints femmes que d'adjoints hommes, alors que ce n'est toujours pas obligatoire. Mais c'est là qu'est la réalité du pouvoir, dans les bureaux municipaux. Bon, ceci étant, c'est quand même... C'était un mal nécessaire, mais c'est aussi un renoncement des femmes un jour à devenir majoritaires. Donc, comme étant contre la politique des quotas, je pense que ce n'aurait pas dû être imposé par la loi. Et à court terme, pour les communes... Les grandes communes, c'est normal, mais les communes de 1000 à 2000 habitants, comme le disait Jean Auclair, je pense que ça va réduire le nombre de listes, ça va réduire la compétition électorale, parce qu'il est déjà difficile dans certaines communes de faire des listes d'opposition qui s'opposent à la majorité sortante sans la contrainte de parité. La contrainte de parité supplémentaire va effectivement réduire le débat électoral dans des communes de petite taille, à moins de 2000 habitants. Christian Molinard, c'est une contrainte finalement, la parité ? C'est sûrement une contrainte, ça peut effectivement avoir l'effet pervers qu'évoque M. Gabouty, mais je crois surtout qu'il y aura véritablement parité le jour où il y aura autant de femmes que d'hommes occupant les fonctions de maire, de parlementaire ou de président de conseil régional ou de conseil général. Il me semble qu'on en est encore bien loin. Alors, je vous le disais au début de cette émission, des étudiants sont présents dans cette salle pour interpeller nos invités. On va commencer avec une première question posée par Thomas. Oui, bonjour à tous. Alors, comme dernière municipale, plus d'un électeur sur 3 devrait encore s'abstenir cette année. Face à ce constat, ne faut-il pas faire du droit de vote un devoir et une obligation, à l'image de ce qui peut déjà se passer dans plein de pays, comme en Belgique par exemple? Voilà, qui veut répondre? Est-ce qu'il faut rendre le vote obligatoire, peut-être pour redonner goût à la politique aux Français? Nimolsoc. Rendre le vote obligatoire, ça je ne sais pas. Par contre, je sais une chose, si les Français ont un désamour pour la politique, c'est peut-être dans la manière de faire, notamment le reportage qu'on a vu précédemment où on voit qu'il y a un problème avec les jeunes, effectivement. Moi, j'avais envie de vous dire, peut-être que le discours politique ne s'adresse pas aux jeunes. C'est-à-dire que peut-être que maintenant, les jeunes ne vous comprennent pas. Parce qu'il faut bien comprendre que ça fait très longtemps qu'on est sur un modèle qui est dur en politique. La Ve République, c'est long. Et on a des modes de pensée qui sont notamment, coriaces. Donc c'est pour ça que je rejoins mes dames qui sont autour de moi, charmantes, pour dire que finalement, je pense que c'est une bonne chose d'avoir imposé par la loi, parce que si on ne le fait pas, comme les vieilles habitudes en France sont très coriaces, on ne le ferait pas, honnêtement. Et c'est un début. Et pour la parité, il faut un début à tout. Voilà. Donc effectivement, si on commence par là, à changer, nous, politiques, les manières de faire, adapter le discours qui leur parle, notamment à ces jeunes qui ne peuvent pas se projeter, qui finalement, je suis persuadé, ne comprennent rien à la politique, c'est normal qu'ils n'aillent pas voter. Voilà. On reviendra tout à l'heure effectivement sur l'intérêt des jeunes pour la politique, sur le vote obligatoire. Je ne suis pas vraiment chaud pour cette variante, mais pourquoi pas finalement. Mais je pense qu'il faut compter les votes blancs et les votes négatifs, qui n'ont pas été... Les votes nuls. Les votes nuls. Il faut les compter. C'est un pas vers un meilleur comptage des votes. On peut voir mieux l'état d'esprit de la population si on compte tout ça. Monsieur Gabouty, oui, sur le vote blanc. Pas les votes nuls, mais les votes blancs, c'est une proposition de loi qui a été déposée par l'UDI à l'Assemblée nationale. C'est ce que demandent beaucoup de Français. Qui semble faire le consensus et qui va passer, sauf que le gouvernement n'a pas souhaité qu'elle soit mise en application à l'occasion des élections municipales, et donc c'est reporté sur le mois de juin. Sinon, c'est quelque chose qui fait aujourd'hui largement consensus. Les votes blancs seront décomptés. C'est une première étape. Pour arriver à un consensus, il n'a pas été possible qu'il rentre dans le calcul de la majorité. Mais ce sera sûrement une deuxième étape avant d'arriver au vote obligatoire. Considérons que le vote blanc est un suffrage exprimé, c'est-à-dire un électeur qui a en face de lui 2 candidats et aucun des 2 ne lui convient, donc il vote blanc, c'est l'expression de la démocratie. Alors on va poursuivre cette émission qui avance rapidement avec une autre question de Thomas, toujours concernant des changements justement de ce scrutin. Oui, donc le développement de l'intercommunalité ne risque-t-il pas de tuer la simple commune et d'affaiblir considérablement le rôle du maire qui est privé d'une bonne partie de son autorité? Qui veut réagir? Oui, il faut savoir que 95% des mairies sont désormais rattachées à des intercommunalités. Est-ce que ça ne diminue pas un peu le rôle du maire, l'intercommunalité, Monsieur Auclair? Je voudrais revenir tout à l'heure sur le sujet abordé, l'abstention et la défiance. Et après, on revient quand même sur l'intercommunalité. Excusez-moi, c'est très très important. Pourquoi on parle beaucoup d'abstention? Pourquoi on parle de défiance à l'endroit des élus?
Écoutez, la dernière élection présidentielle a été la plus belle entourloupe qu'on a pu imaginer. Jamais on pouvait s'imaginer que François Hollande et les socialistes étaient des menteurs à ce point-là, puisqu'ils nous avaient dit, vous allez voir les dotations en direction des collectivités, elles ne vont pas diminuer. La crise c'est Sarkozy, mais c'est de sa faute. Et nous, on va arriver, tout va très bien aller. Tout va de mal en pis. Et c'est pour ça que les Français sont dégoûtés de voir des candidats à des élections qui sont élus, qui deviennent les plus grands menteurs qu'on a jamais vus. Les Français sont les plus grands cocus de la terre, à cause de François Hollande et des socialistes. Voilà. Et voilà pourquoi on dit on a de la défiance en direction de nos élus municipaux. Mais les élus municipaux sont des gens passionnés et qui ont une valeur affirmée et je ne supporte pas qu'on leur lance la pierre comme ça. Madame Yildirim. Je voudrais simplement réagir, Monsieur Auclair. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. François Hollande, ça fait 1 an et demi qu'il est aux responsabilités. Vous avez été pendant 10 ans aux responsabilités. Ah oui. Et pendant 10 ans, lorsqu'on est arrivé aux responsabilités, on a trouvé une situation qui était extrêmement difficile. Madame, on nous a menti. Hollande est un menteur. Parce qu'il a dit la crise, c'est Sarkozy. Et la crise, c'est vous. C'est vous, la crise. On s'éloigne du débat du jour. En regardant dans le rétroviseur, on positive dans la vie, on regarde devant soi. 600 000 chômeurs. Il y avait 1 800 milliards de dettes. Et combien qu'il y en a aujourd'hui? Il y en a 3 300 000 des chômeurs. Alors, s'il vous plaît, madame. Ne soyez pas de mauvais assumez ce que vous avez voté, ce que vous avez promis. D'assumer vos responsabilités. Vous êtes des menteurs. Monsieur Auclair, ce sera l'occasion d'un autre débat au cours des élections municipales. Si on pouvait revenir quand même au thème qui nous intéresse, l'intercommunalité. Monsieur Gabouty, qu'est-ce que vous en pensez? En plus, Couzex a récemment été rattaché à l'agglo de Limoges. C'est un sujet assez délicat. Le développement de l'intercommunalité, si vous voulez, il y a un grand débat. Intercommunalité, c'est la coopération intercommunale. C'est ce qu'on nous a présenté au départ. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une dérive qui est portée par tous les gouvernements, le précédent comme celui-ci, vers la supercommune. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, dans les grands discours, on nous dit que la commune, c'est l'échelon de base essentiel de la démocratie locale, c'est le socle, etc. Et une fois qu'on a dit ça, derrière, progressivement, on dépouille effectivement la commune de ses compétences, on s'éloigne des politiques de proximité, et je pense que c'est un élément qui pourrait être un élément de désaffection des électeurs et des citoyens vis-à-vis des instances politiques, parce qu'on oublie les principes de base que sont effectivement le principe de subsidiarité, c'est-à-dire de traiter les problèmes au plus près du terrain et de ne faire remonter à l'échelon supérieur que ce qu'on ne peut pas traiter au plus près du terrain. Aujourd'hui, on va vers, je dirais, une forme de concentration, c'est-à-dire un pouvoir central, la France de la centralité, la France de la périphérie, et je crois qu'il faudrait rester dans un équilibre qui garde la commune comme l'échelon essentiel de lien avec les citoyens. Madame Bouget-Chauvin, rapidement, le maire perd finalement ses pouvoirs avec l'intercommunalité? Alors très rapidement, la commune reste un foyer démocratique de proximité à taille humaine, comme vous l'avez dit. On se promène dans la rue, on trouve le maire, on discute avec lui. Effectivement, plus on transfère de compétences à la communauté de communes, plus le maire est dépourvu de pouvoir. Donc pour moi, il y a bien un essai d'effacement des communes. Mais je voudrais dire 2 mots sur tout à l'heure. La politique est transformée en spectacle avec ses intrigues, ses rebondissements, ses rétroviseurs, ses échanges entre les uns et les autres. On essaie de transformer les citoyens en spectateurs supporters, ce qui revient à les exclure complètement du champ où se joue la partie. Les supporters se passionnent pour le spectacle, mais le pouvoir de changer la partie quand elle tourne mal, ils ne l'ont pas. Si le joueur ne marque pas le but, si les athlètes ne courent pas si vite, les spectateurs sont impuissants. Et là, moi, je vois la cause du fait que les citoyens se dégoûtent de la politique. C'est devenu un spectacle. Justement, nous allons rentrer plus en détail sur ce dégoût, ce désamour peut-être croissant des Français pour la politique, en passant à la deuxième partie de cette émission spéciale, je vous rappelle, en partenariat avec nos confrères de France Bleu, du Populaire du Centre et de la Montagne, avec une donnée pour continuer. C'était un sondage du 9 décembre dernier de l'Institut OpinionWay pour Le Figaro. Vous allez le voir, 52% des personnes interrogées s'intéressent à la campagne pour les élections municipales et 47% ne s'y intéressent pas. Christian Molinard, un mot peut-être sur ce chiffre marquant, 47% des Français qui ne s'intéressent pas à la campagne. Est-ce que là, on peut parler de désamour, de défiance? Il y a encore quelques semaines d'ici l'élection, je ne doute pas que les candidats mèneront une campagne très, très active. Mais cependant, si ce taux d'abstention devait se confirmer, ce serait effectivement un phénomène politique grave. Parce que traditionnellement, on s'abstient fort peu
pour les élections présidentielles et pour les élections municipales. Et si vraiment il y a abstention, il faudra que là, toute la classe politique s'interroge. Peut-être au-delà des idées préconçues ou des partis pris, il faudra que toute la classe politique et toute la société s'interrogent, parce que cela révélera un véritable malaise dans la société démocratique. Monsieur Papillon, le chiffre de l'abstention, on sait que l'abstention favorise le Front National. Le Front National est déjà favorisé par la vie. Il n'y a pas besoin d'un chiffre. Ce qui est évident, c'est que de tout votre discours, je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, mais pour l'électeur lambda, il est incompréhensible. Celui qui met le vote dans l'urne ne comprend rien. Intercommunalité, département, région, ça ne dit rien. Ça ne dit rien. C'est trop compliqué, vraiment trop compliqué. Il faut arriver à nettoyer tout ça. Bon, maintenant, on va faire avec les lois qui existent et dans le cadre qui existe. Il y aura, je suppose, un chiffre assez important d'abstention. Parce que, comme je vous dis, ça ne dit rien. Par contre, nous avons fait un sondage, pas un sondage, comment ça s'appelle ça, une enquête, oui. Vous avez distribué des tracts dans voilà, le notamment. Des questionnaires. Je peux le montrer à la caméra. Donc, qui étaient les mêmes dans toutes les villes en France. Hein. Oui, mais c'est le parti qui a eu cette initiative. Donc, il y a eu un nombre important de réponses qui nous a donné le point d'intérêt de la population. Très rapidement. C'est l'insécurité. La première chose, les impôts. La deuxième chose. Sont les deux, et l'immigration. Sont les trois points d'intérêt qui sont de loin ce qui intéresse. Donc, département ou pas département, ça. Nimoul Socle, ce désintérêt pour l'instant des Français pour les élections municipales, est-ce que vous, au sein d'Europe Écologie, les Verts, ça je pense que je rejoins donc l'analyse de monsieur qui dit que c'est un peu trop tôt, parce que, bon, honnêtement, je pense qu'il reste quelques semaines et que les gens ils vont se bouger un mois avant. Je reste très mitigé par cette analyse globale, parce que chaque commune a sa particularité, a ses propres habitants. Ça me semble bizarre de faire une moyenne sur une commune, je ne sais pas moi, 250 000 habitants avec une petite commune de Corrèze par exemple, où souvent les habitants sont très impliqués. Donc c'est pour ça le taux d'abstention, je pense que ça dépend. Bien entendu, je pense que ça dépend du projet qui est porté. Évidemment, s'il n'y a pas de projet, les gens n'iront pas voter tout simplement. Nous, à l'heure actuelle, sur Brive notamment, nous avons fait le choix de porter une liste citoyenne, où de nombreux citoyens issus de la société civile, d'associatifs ont rejoint notre liste. Ça fait partie de notre ambition de faire de la politique autrement. On a choisi de se mettre un petit peu en retrait pour justement montrer aux citoyens qu'il y a d'autres façons de faire de la politique. Et je peux même vous dire actuellement que notre liste est quasi complète, voire largement plus. Et surtout, ce qui les a poussés à venir nous rejoindre, c'est le projet. On leur a présenté un projet. Madame Ildirim, sur ce désintérêt des Français pour les élections municipales. Je prends le cas de l'Haute-Vienne, où on a beaucoup de grandes villes où il n'y aura pas forcément de liste d'opposition, beaucoup de listes face aux maires sortants qui sont souvent socialistes. Est-ce que ça vous inquiète? Je pense que pour l'heure, il est quand même trop tôt, puisque la date de clôture pour déposer les listes, c'est quand même le 6 mars. On a quand même le temps. C'est par exemple qu'à Saint-Thierry-la-Perche, il y a du mal à avoir des listes d'opposition à Daniel Boisserie. Alors, il se peut qu'il n'y ait pas de liste d'opposition, mais je crois que ce qui est important, c'est aussi la campagne qui va arriver, le fait qu'il faut qu'on aille voir les gens et que l'on montre que la politique locale est importante. Parce que c'est dans 72 jours, on a l'impression que finalement, il n'y a pas encore de vraie campagne. Mais vous savez, il y a un dernier sondage qui est sorti de l'IFOP qui dit que 64% des Français se prononceront à l'occasion de l'élection municipale en tenant compte d'enjeux locaux. Donc ça veut dire que ce qui les intéresse, c'est ce qui se passe dans leur quotidien. Donc c'est le rôle de chacun d'entre nous de montrer l'importance de la commune, de valoriser un bilan respectueux des engagements qui ont été pris en 2008, éventuellement de montrer les projets qui vont être portés durant cette mandature. Je crois que nous avons tous autour d'une table une responsabilité par rapport à cette éventuelle abstention. Alors sur les responsabilités des partis politiques, on a une question maintenant d'Amélie, une de nos étudiantes. Allez-y, levez-vous. Bonjour à tous. Donc, en fait, les disputes et les discordes au sein même des partis politiques ne contribuent-elles pas à renforcer l'image négative que le citoyen a de la politique aujourd'hui?
qui veut réagir, M. Auclair, sur les discordes au sein des partis politiques? Oui, si écoutez, je prends l'UMP, les discordes entre Jean-François Copé et François Fillon. De madame qui représente le Parti socialiste. Écoutez, madame, vous savez, allez voir les gens avec la rose au poing et la casquette du Parti socialiste. Ça, je vous comprends, il va vous falloir du courage. Puisque vu ce que vous avez fait, vu ce que vous avez promis, et vu ce que vous avez fait, le matraquage fiscal monumental, l'augmentation du chômage, mais bien sûr que les gens sont complètement dégoûtés par cette politique qui est menée par votre parti. Et je crois qu'il y a il va y avoir deux sortes d'élections. Il va dans les grandes villes, où ça va être essentiellement politique, parce que les gens en ont ras-le-bol de la politique menée par Merlin l'Enchanteur. Et puis, dans le milieu rural, ça sera totalement différent, parce que les maires sont très près de leur population. Le maire, c'est l'assistante sociale, c'est le confident. On a confiance ou pas dans son maire, mais on l'identifie. Tandis que, par exemple, Limoges, qu'est-ce que ça signifie? Le député maire de Limoges est maire à Limoges et député à Paris. Mais c'est pas possible. On ne peut plus continuer à avoir plusieurs mandats. Chacun devrait assumer localement ses responsabilités. Vous étiez député à Paris et maire de Creuse. Vous étiez député à Paris et maire en Creuse. Non, mais attendez, je suis maire d'une commune de 500 habitants. Mais attendez, c'est sympathique d'être maire d'une commune de 500 habitants. Et j'ai des adjoints qui sont là. Mais avoir un pouvoir exécutif très très fort, comme président de conseil général, président de région, et être député ou maire d'une grande ville comme Limoges, ben non, il faut que ça change. Ça ne peut pas durer comme ça. Alors, pour entrer encore plus dans le sujet, je vous propose de regarder ce reportage tourné par Emmanuel Denano et Rodolphe Augier. Il devrait vous faire réagir. Nous avons rencontré deux anciens élus locaux. Vous allez sans doute reconnaître leur visage. Evelyne Guilhem, députée RPR de la Haute-Vienne entre 1993 et 1997, et Robert Savy, ancien président socialiste de la région. Vous allez les entendre, ils ne mâchent pas leurs mots sur la politique aujourd'hui. La politique actuelle me déçoit beaucoup. Et je n'ai pas envie d'appartenir à cette cacophonie de personnes qui, à mon avis, gèrent plus une carrière que mettre en avant des convictions. Je n'ai pas une vision très optimiste de la vie politique dans mon pays et dans d'autres pays voisins. Il me semble qu'on s'achemine vers une crise profonde de la démocratie ou de l'idée qu'on se fait, nous, ici, de la démocratie. Deux retraités, de gauche, de droite, pour une vision quasi identique de la politique actuelle, avec parfois des propos très secs, très rudes envers les anciens petits camarades. Ce qui me frappe dans la classe politique d'aujourd'hui, c'est une grande médiocrité d'ensemble. Ils ne sont pas tous individuellement médiocres à l'évidence, mais on sent qu'ils sont intéressés davantage par une carrière professionnelle dans la politique, d'où le cumul des mandats, d'où l'impossibilité de décrocher même quand l'âge devrait rendre raisonnable ou plus sage. Alors, quelle solution faut-il apporter pour reconquérir les cœurs des électeurs? Il faut que les élus, les candidats, futurs élus, montrent à l'opinion publique qu'ils sont exemplaires, soit dans leur vie privée, que dans leur vie professionnelle. Reste un autre problème, le fonctionnement des institutions qui tend vers une accumulation et surtout vers une absence de décentralisation. Toutes ces couches créent des frais de fonctionnement et c'est une déperdition d'efficacité et une multiplication d'argent dépensé. On voulait rapprocher la décision des gens. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir se constituer des clientèles de notables locaux, les partis politiques devenant de plus en plus une confédération de grands, petits ou moyens élus? Si c'est ça, il faut qu'on y regarde de plus près avant d'aller plus loin. Alors, sur ce plateau, ces propos de Robert Savy et Evelyne Guilhem ont suscité beaucoup de réactions. Madame Pouget-Chauvat, quand vous entendez Robert Savy parler de notables locaux aujourd'hui, si vous voulez, je ne me sens pas du tout visée.
1, je n'ai pas fait carrière dans la politique, 2, je ne cumule pas les mandats, et 3, je suis au plus près des citoyens. Quant à mon parti, ils ne se sont pas visés non plus. Le Parti communiste a été accusé longtemps de monolithisme pyramidal, c'est-à-dire on donnait la décision en haut, elle descendait vers la base. On a fait le choix, depuis plus d'une dizaine d'années, d'une démocratie participative. Il y a en France 36 000 communes. Ces 36 000 communes, au moins pour les plus grandes, ont vu les citoyens communistes voter. Voter à partir de quoi? À partir du bilan, on en a parlé avec mes camarades, du bilan et des projets. C'est ça qui nous intéresse. D'où les votes différents d'une commune à l'autre, à l'aune de la confiance qu'on fait dans les citoyens qui sont sur place. Madame Yildirim, quand vous entendez Robert Savy, socialiste comme vous, sur les propos qu'il tient, ils sont assez durs ces propos. La rénovation de la classe politique et des pratiques politiques plus largement est indispensable, elle est nécessaire. Moi, je regrette simplement une chose, c'est que l'on juge la classe politique uniquement à travers les élus nationaux ou le comportement de certains, comportement inacceptable. Je crois que la majorité des élus sont des élus locaux. À l'heure actuelle, être élu d'une petite commune, c'est un véritable sacerdoce. Être conseiller municipal, même de Limoges, ne donne droit à aucun avantage, à aucun privilège. On ne s'enrichit pas en étant un élu local. Donc je regrette quand même qu'on ne tempère pas le propos en montrant quand même qu'il y a un certain nombre d'élus locaux et la majorité qui font vivre notre démocratie. On focalise sur l'organisation. En fait, nos concitoyens, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils ne veulent plus uniquement des intentions ou des promesses. Ils ont aujourd'hui une exigence de résultats. Et c'est cette absence de résultats qui, aujourd'hui, les détourne du vote, et notamment du vote pour les grandes formations politiques. Je crois que c'est l'élément essentiel, d'où les élections municipales qui ne doivent pas être uniquement l'affaire des appareils politiques, mais l'occasion, je dirais, d'avoir une vision beaucoup plus large de la société basée sur des propositions concrètes pour les citoyens et qui ne doit pas être la reproduction d'un match de boxe au niveau national entre majorité et opposition, entre droite et gauche, comme on voit de manière lamentable au niveau des questions parlementaires du mercredi. On change de gouvernement, les rôles changent, mais c'est toujours, on s'envoie toujours des tartes à la crème, et ça, je crois que les Français en sont lassés. Monsieur Papillon, au Front National, vous jouez sur ce rejet de l'UMP-PS, comme vous le dites souvent? Encore une fois, ce n'est pas nous qui jouons, c'est la vie qui joue. C'est ce qui se passe au niveau national, c'est évident, et ça rend les mots de Madame Yildirim un peu pas clair, parce que si vous vous revendiquez du Parti socialiste, vous devez assumer ce qui se passe à la tête du Parti socialiste. Donc vous ne pouvez pas faire une séparation entre les deux. Et le lecteur de base ne fait pas cette... Moi, je parlais globalement, parce que les remarques sont de chaque côté, visiblement, oui, puisque absolument. lui-même n'est pas au Parti vous socialiste. Vous connaissez bien que le Front National et le Rassemblement Marine parlent de UMPS. Et c'est évident que c'est comme ça. C'est un UMPS. Il y a des querelles à la tête de UMPS, entre UMP antérieur, entre le PS antérieur et entre les deux. Vous pensez qu'au Front National, tout le monde s'entend? Qu'il n'y a pas des rivalités, des clivages? Bien sûr que dans tous les partis, il y a des clivages. Oui, mais pas à ce niveau et pas de cette envergure. Quand vous êtes au pouvoir et quand vous mettez en question la France, parce que c'est ce qui se passe actuellement, c'est la France qui est mise en question, c'est beaucoup plus grave que pour un parti qui est en train d'émerger et qui peut-être va prendre le pouvoir à un moment donné. Alors on va passer à une autre... La responsabilité, ce n'est pas toujours l'autre. Je crois que et là je suis détaché du clivage politique, mais la responsabilité de l'abstention et de la montée du Front National, il faut que les formations, que ce soit l'UMP, le Parti Socialiste ou l'UDI, qu'on en accepte la co-responsabilité. Parce qu'on a tous une responsabilité, je dirais, dans cette évolution, et c'est à nous de faire autrement et de réagir. Mais c'est pour ça que Monsieur Auclair, rapidement. L'UMP ne peut pas se sentir visé par les excellents propos de Robert Savy, puisque tous les élus de cette région sont socialistes. Donc les propos de Robert Savy s'adressent bien aux élus du Parti Socialiste, et il a 200 fois raison de dire ce qu'il dit. Mais Robert Savy parle de la règle du non-cumul. Là-dessus, je voudrais quand même qu'on rende hommage
au Parti socialiste qui a porté cette règle et qui fait en sorte... sorte... qui ne l'applique pas aujourd'hui. La loi va être votée. La loi va être votée. La loi va être votée. Vous savez, monsieur Auclair, dans le rapport Balladur en 2008, il y avait la préconisation du non-cumul. Vous ne l'avez même pas discuté, vous l'avez même pas... Vous irez voir le rapport Balladur. Vous mentez encore une fois de plus aux Français. Et vous les dégoûtez de la politique. Plus personne n'a envie de voter quand on écoute des propos. En 2017, vous ne pourrez plus cumuler. Et vous ne le faites pas. Quand on dit, on fait. Voilà. Alors, quand justement, on est en train de vous n'en avez aucune. Vous faites le contraire de ce que vous dites. Justement, pour sortir un peu des partis classiques, il y a aujourd'hui des listes citoyennes qui apparaissent. Et nous avons une question d'un de nos étudiants, Julien, sur ce thème. Oui, bonjour. L'apparition de listes citoyennes comme 50 citoyens pour Limoges, 55 citoyens, n'est-il pas le signe d'une forme de ras-le-bol vis-à-vis des partis traditionnels ? Vos réactions sur justement l'apparition de ces listes citoyennes, Nimoulsock, qui se disent apolitiques? Écoutez, c'est une très bonne chose, parce que tout simplement, c'est que c'est le citoyen qui souhaite prendre la parole, qui souhaite apporter ses idées, ses projets. Peut-être que nous, politiques, comme nous avons la tête dans le guidon, parfois on ne fait pas attention, ce qui est un peu normal, je pense, parce que qui peut avoir la prétention d'avoir un œil partout, donc je trouve ça très bien. Moi, je souhaite que justement ce genre de liste citoyenne puisse un jour gagner les élections, parce que ça nous donnerait une bonne correction, honnêtement. Je pense qu'il faut savoir faire preuve d'humilité, on ne sait pas tout. Peut-être que c'est le début d'un autre système, d'un autre mode de pensée, c'est-à-dire plus de contre-pouvoir en direction du citoyen. Ça ne vous inquiète pas, vous, finalement, au sein des partis, de voir ces listes qui prennent nous, de plus en plus de place? Alors nous, honnêtement, en tant que politique, parce qu'on n'est pas des partis traditionnels, notamment chez Europe Écologie Les Verts, nous sommes pour ce genre de choses. Nous, on aimerait être dilués dans ce genre de choses, parce que je pense que le citoyen et le politique doivent travailler ensemble. Voilà, ça fait partie des choses, c'est une acceptation du rôle. Et je suis désolé, jusqu'à présent, c'est toujours le politique qui décide et le citoyen qui subit. Il faut un mix entre les deux. Il faut un mix entre les deux. C'est-à-dire que ça ne doit pas être uniquement l'affaire des partis politiques. Tout à fait, il faut plutôt des listes où il y a des formations politiques, mais qui sont très largement ouvertes sur la société. Voilà. Nous, c'est ce que nous soutenons comme thèse dans la région, dans un certain nombre de villes, y compris à Limoges. Et Madame Idirim, vous souhaiteriez finalement que cette liste 55 citoyens à Limoges puisse être sur la ligne de départ, parce qu'ils ont du mal à constituer leur liste? C'est le jeu de la démocratie. C'est tout à fait normal qu'une liste se présente et éventuellement porte des idées, un projet. Et puis, c'est tout à fait normal, bien sûr. Monsieur Auclair, très rapidement. Je voudrais vous poser une question. Quelle est votre profession? Je suis pizzaiolo. Ah, très bien. Non, j'ai eu peur, je vais penser à autre chose. Pourquoi l'émergence de listes citoyennes? C'est très très simple. Parce que le Parti socialiste et la gauche en général a professionnalisé le mandat de l'élu. Aujourd'hui, que voit-on comme élus municipaux ou à l'Assemblée nationale? On voit uniquement des gens issus de la fonction publique, en particulier de l'éducation nationale, et des retraités, parce que ces gens-là, ils ont le temps. Et les gens qui travaillent, les entrepreneurs, les pizzaiolos peut-être, les imprimeurs, les commerçants, eh bien, ils ont tellement de travail qu'ils ne peuvent pas s'impliquer dans la vie publique. Voilà pourquoi la vie politique, la démocratie est aux mains du Parti socialiste et des retraités de la fonction publique en majorité. Alors, ça, c'est inadmissible. Nous avons entendu les avis d'anciens élus. Je vous propose maintenant d'écouter ceux de journalistes qui suivent ou ont suivi la politique en Limousin. Quel est leur regard, leur explication sur l'absence de confiance envers les politiques? Ils ont suivi le changement, ils ont vu, ils voient l'évolution. Ce sont des observateurs privilégiés. Reportage François Clapeau et Samuel Chassaigne. Le calme règne à Tulle, mais le chef-lieu de la Corrèze a aussi l'habitude d'être au cœur de l'actualité. Pour les journalistes locaux, l'augmentation de la pression médiatique, avec notamment le développement des chaînes Tout Info, participe au désamour de la population envers ses élus. Les médias aujourd'hui nationaux, audiovisuels en particulier, sont dans une course médiatique, une course aux mots, une course aux gestes. On le voit souvent quand François Hollande vient ici en Corrèze. Tout est mis au même niveau. Le ministre qui essaiera de présenter une réforme et le pilier de comptoir à côté qui va essayer de l'analyser de son point de vue. Jean-Jacques Théodore a suivi de près l'évolution de la politique pour France 3. Si les hypothèses sur les causes de ce manque de confiance sont nombreuses, il retient une date, 2005, le référendum sur le traité européen de Lisbonne. Les Français disent non, clairement non, à 55%.
Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Nicolas Sarkozy fait voter le traité par la voie parlementaire, et après lui, François Hollande, qui avait promis de modifier tout ça, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il renonce à le modifier et il entérine le traité de Lisbonne tel qu'il avait été négocié. Les Français, l'opinion des Français, on s'aperçoit que tout le monde s'est assis dessus. Cette défiance ne s'applique pas à tous les élus. Selon plusieurs études, le maire et les élus locaux gardent encore un certain crédit. Selon les observateurs, ce phénomène se confirme auprès des citoyens. Ils s'estiment, je pense, être trop loin de cette politique nationale, des politiques nationaux au sens large. Vu de Bercy, comme ils disent ici, quand on fait des interviews, vu de Paris, vu de Bercy, nous, on est loin de tout ça. Voilà. Donc ils se rapprochent plus de leurs élus localement. Il y a le spectacle national, alors là c'est les chaînes en direct, c'est le petit journal, la petite phrase, le gentil, le méchant, et la politique au concret, au niveau de sa cité, où on voit pousser l'immeuble, le parking, où on s'occupe des rythmes scolaires, et où on peut intervenir. Augmentation de l'abstention ou du vote extrême lors des municipales ou des européennes, personne ne sait encore comment ce climat va se traduire dans les urnes. Madame Pouget-Chauvet, est-ce que vous êtes d'accord notamment avec les propos de Jean-Jacques Théodore qui estime finalement que les politiques ne tiennent pas leurs promesses? Il faisait allusion au vote des Français sur la Constitution européenne. Je dirais, comme Hildrim, qu'il faut distinguer la politique nationale et la politique locale. Au national, il se passe des choses où les locaux en sont quand même très éloignés. Donc aujourd'hui, l'intérêt, c'est de faire repartir, de remettre le citoyen dans le combat politique, dans le travail politique, c'est-à-dire faire de la démocratie citoyenne, des assemblées de quartier, de leur redonner du pouvoir. Puisqu'ils le disent eux-mêmes à la télévision, c'est le sens du reportage que vous avez fait. Donc, ils regrettent de ne pas être impliqués plus, je crois, dans les décisions. En fait, c'est un spectacle, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont spectateurs et ils ne sont pas acteurs. Or, il y a une demande. La preuve, ces listes dont vous parliez tout à l'heure, qui sont parfaites et qui devraient s'intégrer aux autres listes. Qui veut réagir, M. Soc aussi? Non, ça ira, tout a été parfaitement dit. M. Gabouty? Je crois que moi je suis pour le cumul des mandats, mais un cumul limité, parce que d'un côté on dit il faut que le national et le local soient plus proches, et en même temps on coupe le lien. Donc un élu national qui serait hors sol, qui serait finalement désigné par des appareils politiques nationaux, je pense que ce n'est pas une bonne chose, et qu'il y ait, je dirais, un cumul excessivement limité. Je dis bien cumul de mandats. Attention au cumul des pouvoirs, parce qu'un maire de grande ville peut être également président de tout un tas de choses, société d'équipement, CHU, etc. Là, ça fait trop. Mais qu'un maire de petite ville puisse être effectivement parlementaire, je pense que c'est une excellente chose pour la démocratie, de manière à ne pas perdre le contact avec les citoyens. Madame Elguerine ? Je voudrais simplement préciser, dans le projet de loi qui est discuté à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale, le cumul n'est pas totalement interdit. Un parlementaire pourra être éventuellement conseiller général, conseiller régional, élu municipal. Donc il aura un ancrage local. Et j'espère d'ailleurs qu'un parlementaire élu sur une circonscription a un ancrage local. Sans pouvoir exécutif. La différence, elle est là. Parce que être maire de Limoges, président du conseil général de la Creuse ou de n'importe où, et parlementaire, ça, je dis, ce n'est pas compatible. Avoir, comme vous le dites, un mandat local, maire rural, conseiller municipal ou conseiller général de base, ok. Mais l'exécutif, non, ça ne peut pas aller, c'est pas possible. On a trop de travail quand on est parlementaire. Encore une fois, je dois dire que je pense que tous ces débats ne touchent pas les électeurs. Ils s'en fichent du fait que le maire est député ou pas député. C'est pas ça. Il veut que les bus marchent comme il faut, que la voirie soit réglée, qu'il n'y a pas de dépenses insensées pour des projets pharaoniques de sport ou je ne sais pas quoi. C'est ça qui l'intéresse dans les élections locales. Tout ça, le reste n'est pas vraiment intéressant. Et je pense, je reviens encore une fois, vous ne pouvez pas couper la base du national. Si le national est, je ne dirais pas pourri, mais défiant, la base, elle est défiante elle aussi.
Alors, on le sait, on enchaîne parce que l'émission avance rapidement. On le sait, ce n'est pas toujours facile pour des jeunes de se faire une place dans les partis politiques. On leur dit souvent qu'ils auront le temps. Alors, qu'en pensent-ils? Ont-ils la confiance de leurs aînés? Ont-ils des fourmis dans les jambes pour prendre, entre guillemets, le pouvoir? Nous sommes allés rencontrer des jeunes militants du PS et de l'UMP en Haute-Vienne. Rencontre signée Pascal Coussy et José Souza. Distribution de tracts devant un restaurant universitaire de Limoges. L'exercice est classique mais toujours très formateur. Ils sont lycéens ou étudiants. Ces jeunes militants UMP apprennent la démocratie, dialoguer, confronter ses idées à celles des autres et essayer de convaincre. Au niveau du centre-ville, effectivement, ça pourrait être bien amélioré et bien mis en valeur. On ne peut pas dire que Limoges est une ville fantôme. Ça arrive à avoir des discussions avec les gens sur tout ce qui se passe. Et si, après, bon, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup moins, qui ne savent pas ce qui se passe. Et donc c'est vrai que c'est ces gens-là qu'on n'arrive pas à capter et qui même des fois ne vont pas du tout voter, et, ne s'intéressent absolument pas et considèrent que quoi qu'il arrive, ça ne changera rien. Cela fait plusieurs semaines que les jeunes UMP de Haute-Vienne préparent activement les prochaines élections municipales. Ils ont entre 16 et 27 ans, des motivations diverses, des convictions communes, mais surtout une même envie de prouver que les jeunes ne sont pas forcément des égoïstes incultes, lobotomisés par les jeux vidéo, même si beaucoup ont du mal à s'engager en politique. C'est vrai que les jeunes ne sont pas forcément impliqués en politique, mais je vous dis après, je ne pense pas qu'ils soient non plus sans conviction. Je pense qu'en les poussant un peu, il suffit de pas grand-chose, il suffit de les éclairer un peu, de leur montrer un peu les jeunes qui sont déjà impliqués en politique pour qu'ils viennent à leur tour. Même âge, même activité. Chez les jeunes socialistes, on prépare aussi les tracts pour les municipales. Le texte est différent, les idées également, mais la motivation est la même. Donner son temps et son énergie pour faire avancer ses convictions. J'ai toujours été passionnée par la politique et puis il y avait plein de personnes autour de moi qui critiquaient, enfin qui étaient en permanence, voilà, plein de paroles pas forcément constructives et justement ça m'agace parce que je me dis ça sert à rien de critiquer, au bout d'un moment il faut agir, il faut faire quelque chose et voilà, c'est ça qui m'a donné envie. Au bout d'un moment je me suis dit bon allez, on y va. Des jeunes socialistes qui veulent apprendre mais aussi influencer les pratiques politiques de leurs aînés, quitte à les bousculer un peu. Précurseurs sur le non-cumul des mandats, pionniers sur les réseaux sociaux, ils voudraient aussi un peu plus de diversité au sein de la classe politique. Moi, j'ai franchi le pas, j'ai eu le courage de faire le premier pas. Mais il y a certaines personnes qui ne veulent pas faire le premier pas. Et donc, c'est aux partis politiques de faire le premier pas, d'aller dans les quartiers populaires, comme dans les quartiers en campagne, voir les jeunes, mais pas que, et leur expliquer ce que c'est que la politique, qu'est-ce que ça peut apporter et pourquoi, et leur donner une chance, tout simplement leur donner une chance. Parce que lorsqu'on s'engage en politique, dans un parti politique, on ne partage pas à 100% les idées. Peu d'ambition personnelle dans les paroles de ces jeunes militants, pas de plan de carrière, ou pas encore, mais à l'aube de leur vie de citoyen, une conviction partagée. La politique a encore le pouvoir d'influencer le cours des choses. Et pour aller justement dans le prolongement de ce reportage, nous avons une question d'une de nos étudiantes, Élise. Bonjour. Le manque de renouvellement de la classe politique, notamment avec des représentants jeunes, n'est-il pas facteur d'abstention chez les jeunes citoyens en fait? Nimoulsock, Oui, alors c'est une très bonne question. Vous êtes le plus jeune autour de cette table? Oh, pas tant que ça. Il y a des jeunes gens autour de moi. Pour répondre à cette question qui était excellente, peut-être c'est une histoire de confiance. C'est-à-dire, c'est pas une question de politique. Dans le travail, c'est pareil. Quand on va à un entretien d'embauche, nos aînés ont du mal à nous faire confiance. Peut-être qu'ils nous traitent encore comme des enfants alors qu'on est des adultes. Moi, j'ai envie de vous dire, la jeunesse, c'est l'innovation. Il faut savoir faire preuve d'audace en nous embauchant, pareil en nous faisant place dans les partis politiques. La jeunesse, c'est aussi... Et c'est dur justement de se faire une place au sein des partis politiques. Alors si je peux parler du mien... On n'est pas juste là pour les tracts ou pour les affiches. Non, bien sûr que non, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, comme le reportage il est fait, il faut se former. Il faut se former, il faut commencer par le début. Donc au début, on tracte, c'est comme ça. On ne veut pas non plus directement passer à la télé, par exemple. Donc il faut se former, c'est normal. Mais après, j'ai envie de dire qu'il faut que nos aînés nous laissent de la place. Voilà, nous, on est porteurs de projets, on y croit, on croit en la politique. Je veux dire qu'on n'a pas peur aussi, on est vaillant, on est l'avenir en même temps. C'est normal qu'on veuille imaginer la France de demain, parce que c'est nous qu'on va y être. On pense à nos enfants aussi. Voilà, j'ai envie de dire vraiment, faites-nous de la place, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous faire confiance. On est formés, on n'oublie pas votre héritage que vous avez laissé, bien entendu. On a appris de ça, mais on veut
ajouter notre petite touche. Voilà, faut vous laisser la place. Madame Pouget-Chauvat, vous avez oui, vous arrivez à séduire des jeunes pour venir au sein du Parti communiste? Notre parti contient maintenant plus de 30% de jeunes de moins de 35 ans. Alors, ça ne veut pas dire que tous sont jeunes dans ce parti. Il y a des trous générationnels, mais les moins de 35 ans sont très nombreux. Et je pense qu'il faut vraiment faire confiance en la jeunesse, puisque ce sont eux qui sont porteurs des avancées progressistes dans notre passé. Je prends la Résistance, je prends la guerre d'Algérie, je prends mai 68, je prends tout un tas d'éléments qui ont été portés par des jeunes de 18 et 20 ans pour de réelles avancées. Alors une donnée pour alimenter vos propos, ce chiffre publié dans le journal du dimanche dernier, on va le voir, 58% des jeunes pensent s'abstenir les 23 et 30 mars. Gülsel Indirim, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour qu'ils se mobilisent quand même pour cette élection? Que l'abstention n'est pas une solution. Déjà, le vote est un devoir, ça fait partie de nos devoirs de citoyens. Mais le fait que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique? Je crois que c'est à nous, en tant que responsables politiques, de leur donner envie de participer à cette échéance importante, parce que la commune, la jeunesse et les politiques en faveur de la jeunesse donc sont essentielles. Mais est-ce que c'est justement parce qu'ils ne voient pas des jeunes figurer sur les listes ou être élus? Alors des jeunes, j'entends pas 18 ans, mais peut-être 25, 30 ans. Mais en tant que responsable fédéral, nous avons une responsabilité qui est de renouveler. Et au quotidien, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que des jeunes s'intéressent à la politique, partagent nos valeurs et deviennent tout simplement les élus de demain. Je crois qu'il y a quand même une difficulté, parce que les jeunes ont envie de s'impliquer dans la vie locale. Il y a une difficulté qui doit être une explication, c'est qu'il y a une mobilité dans une certaine classe d'âge pour des raisons d'études, pour des raisons professionnelles, de premier emploi, pour des raisons, je dirais, de couple. Vous avez des jeunes qui viennent vous voir en vous disant « j'ai envie d'être élu ». Il y en a, mais si vous voulez, il y en a qui ont ces difficultés. Moi, j'ai des jeunes qui ne vont pas être sur la liste parce que la personne ne réside plus sur la commune. Si vous voulez, donc je veux dire que dans ce suivi, il y a plus de mobilité chez les jeunes, ce qui fait que sur des élections municipales, on le voit bien, ils votent beaucoup aux élections présidentielles. Sur les élections municipales, ils sont moins fixés sur un territoire et sur une commune, et ça n'arrive que plus tard. Donc il y a cette difficulté réelle, et il ne faut pas en jeter la responsabilité sur les jeunes qui ont envie de s'engager. Monsieur Auclair. Écoutez, moi je suis fier en Creuse de voir que la moitié des conseillers généraux du groupe de la droite républicaine sont des jeunes. Je ne me représenterai pas à la présidence de l'UMP, et j'espère de tout cœur, mesdames, que ce sera une femme qui sera présidente de l'UMP en Creuse. Et puis je crois que le plus bel exemple qu'il y a dans la région, c'est à Limoges, Guillaume Guérin. Un jeune de moins de 30 ans, numéro 3 sur la liste UMP. C'est tout à fait remarquable. Moins de 30 ans, président de l'UMP. Camille Jetty a dit d'ailleurs que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que c'est un appel d'air en direction de toute la jeunesse de Limoges à voter pour un jeune qui n'est pas issu de l'éducation nationale et qui n'est pas socialiste. Ce n'est pas une vieille barbe du Parti socialiste, lui au moins. Bien, merci beaucoup. Le temps passe. Merci beaucoup. On aurait pu continuer encore pendant de longues minutes pour parler de tous ces thèmes. Merci d'avoir participé à cette émission. C'est la fin donc de cette émission spéciale en partenariat, je vous rappelle, avec France Bleu, La Montagne et le Populaire du Centre. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, les techniciens sur ce plateau et en régie. Dans un instant, le journal régional. La politique continuera bien sûr sur France 3 Limousin avec de nombreuses voix libres. La prochaine, samedi prochain, sera consacrée d'ailleurs à Bellac. Et puis nous parlerons aussi de débats avec 23 communes sur toute la région. Une couverture sans précédent sur notre antenne et également sur Internet, sans compter bien sûr de nombreux reportages dans nos journaux locaux et régionaux. Excellent après-midi et bon week-end sur France 3.